Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette 11e grande conférence de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je suis Corinne Gendron, professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale. Et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Le thème de cette édition, Finances durables, le système financier face aux défis de la transition énergétique. Alors, c'est un thème qui reflète l'engagement de l'ESG UQAM à explorer des enjeux cruciaux et actuels. Cet événement est organisé en collaboration avec Miller Thomson, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur appui. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre doyen, M. Komlan-Cesro. Merci beaucoup d'être là ce soir pour cette 11e grande conférence de l'ESG UQAM. Comme on dit, le temps passe vite. Je pense que c'est une belle initiative de rassembler le monde des affaires et le monde académique, parce que c'est le lien qu'on veut faire, puisqu'on veut être une université pratique et qui est soucieux de notre ancrage dans le milieu. Après tout, l'éducation, c'est de servir les besoins de la société et c'est ce qu'on veut être. Merci beaucoup, M. Repka, d'être avec nous. Corinne va vous présenter plus en détail tout à l'heure et je suis très content de vous compter ou que vous me comptiez parmi vos amis. Donc, merci infiniment. M. Repka était directeur de la Société Générale au Canada et président du CA de la Chambre de commerce et de l'industrie française au Canada. Mais Corinne, je vais te laisser. En même temps, je te remercie de bien vouloir animer cette grande conférence. Merci infiniment. À l'École des sciences de la gestion, on veut être proche de nos gens et on veut être proche aussi des soucis de la société maintenant et dans le futur. C'est pour ça que je veux qu'on mette de l'accent sur les transitions qui secouent notre société. Je parlerai de transition entrepreneuriale, transition socio-écologique, transition économique et financière, comme le thème de la conférence aujourd'hui, mais aussi on a la transition numérique et la transition des milieux de vie. C'est autour de cette transition-là qui secoue notre société aujourd'hui que je veux qu'on dirige nos recherches, mais aussi notre formation. On a déjà des structures de recherche dans tous ces domaines-là et je veux qu'on les renforce, surtout si on va en campagne de financement et c'est des thèmes que je veux qu'on renforce ici et ailleurs. On a par exemple la chaire, parce que je vois mes collègues en finance, la chaire FinTech à AMF Finance Montréal, le Centre d'intelligence en surveillance des marchés financiers, la chaire de recherche en décarbonisation, mais aussi on a des formations qui sont ancrées dans ces domaines-là, comme le DESS en finance et le DESS en instruments financiers dérivés et la maîtrise en finance appliquée. Je vois mes collègues en finance qui me regardent et on est très heureux d'embrasser des sociétés ou des thèmes qui secouent notre société. Et je me plais, je vois Martin là-bas, on a aussi, comme on parle de transition entrepreneuriale, on a aussi le centre d'entrepreneuriat, mais on a des formations en entrepreneuriat et c'est très important d'embrasser ces thèmes-là qui sont très importants pour notre société. Je me plais aussi à dire très souvent qu'on a formé plus d'étudiants que n'importe quelle autre école de gestion au Canada. Avec nos 116 000 diplômés, en appel 55 années, on a formé plus de gestionnaires que n'importe quelle autre école pris individuellement. Et mon souci, comme un professeur en finance, c'est de me dire, est-ce qu'on a formé les bons gestionnaires? Comme on dit, en finance, on dit « garbage in, garbage out ». Donc, à toute fin pratique, c'était un de mes soucis, non pas seulement de dire « on a formé 116 000 diplômés, c'est plus que n'importe qui ». Et je suis très fier, quand j'ai découvert, ou hier ou avant-hier, que le premier du CPA, comptable professionnel agréé, c'est quelqu'un de l'École des sciences de la gestion, qui est le premier de tout le Canada. Pourquoi j'aime beaucoup l'examen de CPA? Parce que c'est un examen pan-canadien. C'est-à-dire que c'est le même examen qui est suivi par tout le monde.
Donc, ça veut dire que notre formation est une bonne formation parce que c'est un examen, c'est le même examen que tout le monde suit ou passe à travers le Canada et on est les premiers, on a gagné l'or. Donc, ça témoigne de la force de notre éducation. Mais en plus de ça, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que 42%, sinon plus, de nos étudiants sont de première génération. Donc, c'est des étudiants dont les parents n'ont pas eu accès à l'éducation supérieure. Et malgré ça, on les amène d'une situation pour les emmener à être parmi les meilleurs au monde, à tout le moins les meilleurs au Canada. Donc, je ne peux qu'en être très fier, en fait. Et c'est pour ça que je donne souvent l'exemple des comptables, parce que c'est un examen général. Donc, je vous remercie d'être là ce soir. Je peux aussi parler de Decadra, notre événement qui rassemble notre communauté, qui a vu on avait au moins 600 personnes cette année qui ont assisté à Decadra et c'était de toute merveille de la façon dont on rayonne, de la façon dont notre communauté nous suit et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là pour montrer exactement notre impact sur la société. Moi, j'y crois, je pense qu'on a un impact énorme sur la société. L'autre point que je veux souligner, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas seulement 116 000 diplômés, mais c'est qu'on forme les meilleurs aussi, c'est qu'on a l'accréditation en bas pour notre MBA. Et si je cherche les accréditations, c'est que je ne veux pas dire qu'on forme le plus grand nombre, mais on forme les meilleurs parce qu'on est accrédité aussi avec les accréditations internationales. Pour finir, parce qu'il faut finir, je remercie toute l'équipe, comme c'est la dernière grande conférence de l'année. Je remercie très chaleureusement mon équipe de communication, Marie-Soleil, tout le monde est là. Je vous remercie infiniment pour le travail que vous faites. Continuez, et mieux vous le faites, plus je vais vous solliciter. Merci beaucoup. Merci Corinne, je te laisse, mais je vous remercie tout le monde. Merci. J'espère que je n'ai pas pris ton... Ouais, j'espère. Alors, permettez-moi maintenant de vous présenter M. Francis Repka, une figure éminente des marchés financiers et bancaires, dont la carrière exceptionnelle s'étend sur plus de 3 décennies à l'international. M. Repka a occupé des postes de direction de premier plan au sein de Société Générale, l'une des 20 plus grandes banques au monde. Il a été chef de direction au Canada de 2018 à 2024, supervisant un centre technologique et de services dédié aux activités mondiales de la banque. Sous sa direction, Société Générale Canada s'est distinguée parmi les meilleurs employeurs de Montréal en 2023 et 2024, tout en renforçant ses relations stratégiques avec les grandes entreprises, investisseurs institutionnels et gouvernements. En plus de son engagement opérationnel, Francis est un acteur de premier plan dans le domaine de la finance durable. Au Québec, il siège au comité aviseur du gouvernement pour la finance durable et sous sa direction, Société Générale a été reconnue mondialement pour son rôle dans la transition environnementale, remportant des distinctions prestigieuses telles que le prix IFR, Bank for Sustainability, en 2021 et 2023, ainsi que Best Bank for Sustainable Finance par Global Finance en 2022 et en 2024. Francis Repka est également président de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada et président de la Société des membres de la Légion d'honneur à Montréal. Il a été administrateur et président du comité Centre financier international de finance Montréal et est un membre actif du Conseil des gouverneurs de cette organisation. En reconnaissance de ses contributions au secteur financier, Francis a reçu en 2018 les insignes de chevalier de la Légion d'honneur du président de la République française. C'est un conférencier exceptionnel et je suis convaincue qu'il saura apporter un éclairage unique et inspirant sur les enjeux de notre temps. Francis. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, bonsoir à tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être ici. D'abord, d'avoir répondu à l'invitation de Comlan. On en avait parlé souvent. Deuxièmement, je vais vous le dire, je connais Corinne, mais en fait, je n'ai jamais parlé de ce sujet avec elle.
quasiment jamais. Mais comme c'est une personne éminente sur cette thématique, c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur ce thème qui est un thème non seulement important, critique, mais aussi passablement complexe, sur lesquels les réponses doivent aller, bien entendu, au-delà de l'incantation, dans des choses très concrètes, dans des problématiques globales. C'est probablement au niveau, appelons ça, des habitants de notre planète, probablement des 2 ou 3 plus grands sujets qui impactent tout le monde. Donc, un sujet important, et ça me fait très plaisir de pouvoir répondre et échanger avec Corinne sur ce sujet-là. Encore une fois, merci d'être avec nous ce soir. Corinne, on commence? Oui, absolument. Alors justement, on va commencer par une question très large. Quel est le rôle de la finance dans la transition énergétique et plus généralement la transition écologique? Est-ce que le système financier a un rôle spécifique, particulier pour accompagner ou propulser même peut-être cette transition? Alors, la réponse est oui, c'est un besoin important parce que c'est une mutation, et je vais revenir sur ce point, qui nécessite beaucoup d'investissement. Ce n'est pas uniquement changer, entre guillemets, comme si un particulier changeait de frigo pour une autre marque de frigo, c'est finalement recabler complètement une grande partie des processus économiques dans des sociétés durant lesquels ces processus ont mis des décennies, voire des siècles, à se mettre en place. En particulier, on va le dire quand même, plutôt sous la forme d'économie libérale et pas tellement dirigée par rapport à des économies qui pouvaient l'être. Donc en fait, ce sont des mutations qui vont prendre non seulement un peu de temps, mais également qui nécessitent pas mal de financement. Alors je voudrais donner un petit peu de contexte parce que souvent on parle beaucoup de grands chiffres et de grandes masses. Donc je m'excuse parce que vous allez entendre parler de trillions ou de choses comme ça. Mais je pense que c'est important de les mettre en perspective. Et j'indique, quand je vais parler en français de trillions, en fait, c'est l'équivalent de 1000 milliards. Donc c'est un peu la formulation en anglais, mais c'est comme ça qu'entre guillemets, on raisonne plutôt dans la finance. En gros, d'estimer que voilà, c'est la transition plutôt énergétique. C'est estimé par l'Agence internationale de l'énergie. Il faut 4 trillions par an d'investissement pour pouvoir le faire. Et assez rapidement, on va dire, dans les 5-10 ans qui viennent. Au-delà, il en faudra aussi, mais en tout cas, on parle de cet ordre de grandeur. Alors, ça correspond à quoi? Effectivement, on parle de montants que c'est important. L'économie mondiale, c'est mesuré par du PNP, c'est 100 trillions. Et là-dessus, on va faire un calcul très simple. Les États-Unis, c'est 25. La Chine, c'est 19. L'Union européenne, c'est 16-17. La France, c'est 3. Le Canada, c'est 2. Donc c'est à peu près 4% du produit national brut. Alors ensuite, la question, c'est est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Alors je vais remettre en regard 2 autres éléments. Comme ça va se financer, ça se finance comment? Ça se finance à la fois par des banques et aussi par ce qu'on appelle des investisseurs. Et les banques et les investisseurs trouvent qu'aujourd'hui, les fonds sous gestion par les investisseurs institutionnels, ceux qui vont gérer votre retraite, ici par exemple c'est la CDPQ, les investisseurs dans lesquels vous allez investir lorsque vous avez des liquidités à placer, au niveau mondial ça représente à peu près 100 trillions. C'est l'équivalent en fait de l'économie. Mais il y a une grosse différence, c'est qu'en fait, et ça c'est très important, c'est presque, enfin on va dire la moitié, ils sont aux États-Unis. C'est qu'en fait, le pool de capital, aujourd'hui, la réserve de capital, elle est aux États-Unis pour au moins 50%. Et le système bancaire, c'est plutôt 180 trillions. Mais en fait, dans la pratique, il n'y en a que la moitié qui sont des prêts. Le reste, c'est des financements, des banques centrales qui prêtent, etc. Donc, vous voyez, vous avez une économie qui pèse 100 trillions. Il y a 4% à peu près de financement à faire chaque année. Il y a des investisseurs institutionnels qu'on sent, puis des banques qu'on sent à prêter. La première réaction qu'on peut avoir, mais finalement, c'est jouable, c'est pas si important que ça. Mais le problème, c'est que dans la pratique, aujourd'hui, on estime qu'il y en a à peu près, alors ça c'est les chiffres qui sont donnés par un certain nombre de think tanks, on estime qu'en gros, c'est 20 à 25% qui sont faits. Alors qu'il faudrait en faire, on va dire 4 fois plus.
Et puis, bon, je le mets simplement en regard parce que c'est un chiffre rond. Je l'ai vu ce matin. Il se trouve que le budget de la défense des États-Unis, c'est 1000. C'est un trillion, on va dire. Donc, vous voyez un petit peu le type de... C'est à peu près l'équivalent des dépenses militaires mondiales, en fait. C'est ce qu'il faut pour la transition. Alors, je ne commence pas à dire qu'il faut transférer l'un pour l'autre, mais ça vous donne des éléments d'ordre de grandeur de quoi on parle. Donc, le premier point, c'est que c'est à la fois massif, mais en même temps, ça correspond non pas à 20 ou 30%, mais à quelques pourcents. Et donc, toute la difficulté, c'est dans des économies qui sont à la fois complexes, interconnectées, d'arriver à faire en sorte que ce montant de financement, il se dirige vers les bons projets, et puis qu'il y a un certain nombre... Et c'est là toute la difficulté, on va dire à la fois d'industrie, de mode de production qui puissent être opérés d'une manière différente. Et pour ça, il faut du financement. Et puis en même temps, il y a une problématique internationale. Parce qu'on va le dire, les défis de la transition énergétique, on en parle effectivement beaucoup. Et ça, j'ai pu le voir puisque j'ai habité dans d'autres juridictions. Je pourrais revenir après. C'est pas vu de la même manière. Et in fine... Même si les pays développés, industrialisés représentent une petite partie des émissions, on va y revenir, on les attend aussi sur des solutions de financement puis des éléments d'exemplarité. Cet élément, c'est qu'aujourd'hui, je voulais quand même le mentionner, les émissions de gaz à effet de serre, de GES, c'est ce qui provoque en fait le réchauffement climatique, en grande partie, en très grande partie. Et aujourd'hui... c'est un peu plus de 50 gigatonnes. Il faut arriver à réduire ce montant, on va dire, de la moitié assez rapidement. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, 27% des émissions de gaz à effet de serre sont produites dans un pays, en Chine. C'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. 11% aux États-Unis, 8% en Europe. Bon, et puis le Canada, c'est à peu près 1,5%. Voilà. C'est les ordres de grandeur. Et vous voyez qu'il y a cette forme de distorsion. Et après, il y a une problématique qui, pour moi, est très importante. C'est celle du producteur qui va, d'un pays ou d'un agent économique qui est situé dans un pays, qui va produire donc des gaz à effet de serre, et de celui qui va les utiliser. Et en fait, ce n'est pas toujours le même endroit. Et c'est ça aussi la difficulté. Donc voilà le rôle, c'est de recanaliser, mais en même temps, je voulais donner un peu cet élément de contexte de toutes ces parties prenantes. Oui, mais merci d'ailleurs d'avoir donné les ordres de grandeur, parce que je pense que ça permet de comprendre un peu l'effort. Mais justement, au-delà des ordres de grandeur, si on va plus sur le qualitatif, quels sont les défis d'un investissement en transition énergétique par rapport à d'autres types d'investissements? Alors, il y en a un certain nombre, pas forcément si différents, mais bon, si on peut les citer. Alors, les investissements, vous avez la transition énergétique, moi, j'ai tendance à les regarder de trois types. Il y a des investissements qu'il faut démarrer de zéro. On appelle ça greenfield. Typiquement, lorsqu'il faut trouver des nouveaux moyens de produire de l'électricité. On ne peut pas adapter, en fait, des systèmes. Si vous voulez électrifier une ligne de chemin de fer, autant la refaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est sur l'amélioration, on va dire progressive, incrémentale, on dit des processus industriels. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que, on pourra en reparler, c'est une source qui est assez significative. Puis le troisième point, c'est ce qui est plus petit comme agent économique. Et ce qui est plus petit, c'est évidemment des individus. Et sur les individus, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Alors, c'est un sujet au Canada sur lequel, à mon avis, on pourrait s'approfondir un petit peu plus. C'est celui de l'efficacité énergétique, et en particulier des bâtiments. Parce que je reviens sur ce point. Pour traiter le sujet de la transition énergétique, environnementale avec les gaz à effet de serre, il y a 5 facteurs. Les 3 plus gros, en fait, c'est les 3/4, ils sont liés, en fait, à l'énergie. C'est la production d'énergie, pour produire de l'électricité. Le deuxième, c'est la production en tant que telle, c'est-à-dire pour produire des biens et des services, il faut de l'énergie. Et le troisième, c'est tout ce qui est lié au bâtiment, au cadre de vie, à l'efficacité énergétique des bâtiments.
Enfin, bon, il y en a deux autres qui sont liés en particulier à tout ce qui est à l'agriculture, qui émet pour des raisons à la fois consubstantielles, en particulier par les animaux, des gaz à effet de serre, puis également les résidus. Voilà. Alors, si je reviens sur ce point-là, ça ne se finance pas de la même manière. En fait, c'est ça un petit peu le défi. Et moi, ce que je note, c'est que par rapport à ce que j'ai indiqué, les grands projets. Alors, les grands projets, c'est ceux qui vont permettre, en fait, typiquement, de développer des énergies renouvelables. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt de l'énergie solaire, éolienne, dans certains pays, mais pas dans tous, de l'énergie hydroélectrique. Il y a également d'autres projets qui sont liés à des créations de filières industrielles. Il y en a un qui, malgré quelques vicissitudes, est en train de prendre forme sur la rive sud. C'est par exemple dans le domaine du stockage d'énergie, qui sont un élément extrêmement important pour développer des véhicules électriques. Et comment ça se finance? Ça ne peut pas directement se financer par les entreprises elles-mêmes. Parce que si on fait ça, en fait, le montant de dette est quand même très important. Et ce n'est pas forcément très facile à le financer dans de bonnes conditions. Ça ne peut pas directement se faire par des investisseurs institutionnels parce que c'est un petit peu compliqué de dire, voilà, je vais prendre des fonds vous qui êtes ici, dans le cadre d'un fonds d'investissement, directement l'investir, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est essentiellement en fait des banques qui vont permettre de financer ce genre de projet. Ils vont le faire sous la forme de financement de projet. C'est ça le point clé. Donc en fait, la transition énergétique, ça se développe sous la forme de financement de projet. C'est-à-dire que ce n'est pas en fait la capacité d'une entreprise à rembourser un prêt ou assurer le service des intérêts qui va jouer. C'est en fait la capacité du projet lui-même de pouvoir, par ses ressources, ses recettes, de pouvoir rembourser. Et ça, c'est un défi qui est important. Et un financement de projet, c'est en gros 20% en équité, 80% en dette. Qui met l'équité? En général, des gens qui connaissent leur business. On appelle ça des sponsors. Et c'est le système bancaire, le système financier, d'une manière plus globale, qui va financer en fait ces 80%. Et là, il y a des spécificités. C'est que pour que ça fonctionne, vous voyez, vous allez donner de 80% de dette à quelqu'un qui a mis 20% pour construire un énorme projet qui va permettre de produire de l'électricité, par exemple. Alors, il faut qu'il y ait une expertise industrielle, on démarre, mais en même temps, il faut être certain de pouvoir le vendre. Et c'est là où on entre en compte, et ça c'est le point clé pour pouvoir en fait avoir des financements rentables, c'est qui va pouvoir en fait prendre ses biens, alors ça peut être le cas dans l'usine de batteries de Northvolt, qui va prendre en fait les batteries pour les intégrer dans des véhicules. Et si on n'a pas ces contrats d'approvisionnement à long terme, qu'on appelle des contrats d'off-take à long terme, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est des éléments qui sont très particuliers, et donc une grosse partie de la transition énergétique, elle va être financée en fait par des financements de projets. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous voyez qu'il y a un peu plus d'incertitudes technologiques. Et ces incertitudes technologiques, il faut pouvoir arriver à les juger, à les évaluer. Et puis il y a une troisième spécificité également, c'est que, et ça c'est quelque chose de vraiment spécifique, ça ne peut pas toujours se faire exactement aux termes économiques qui sont rentables aujourd'hui. Je prends un exemple. La Société Générale a fait son premier financement de projet sur de l'énergie éolienne en 1999. À cette époque-là, c'était une industrie qui n'était pas montée en cadence, donc il y avait énormément de coûts, il n'y avait pas beaucoup d'expertise, il n'y avait pas de learning curve qui avait été créé, donc ça coûtait très cher. Donc in fine, l'électricité qui était produite, elle aurait coûté 4 ou 5 fois plus. Simplement, il y a un accord avec le distributeur local d'électricité, peu importe le pays où c'était, qui a permis en fait aux mêmes conditions de pouvoir le faire. C'est un peu le même sujet lorsqu'il y a un certain nombre de programmes qui sont faits. C'est le cas, par exemple, au Canada. Comme vous le savez, il y a des subventions gouvernementales qui sont données. Les subventions gouvernementales, elles sont faites pour l'investissement, elles sont faites pour la production. Donc, il faut pouvoir les intégrer, en fait, dans un financement de façon à le rendre, en fait, de la part des prêteurs et des investisseurs en équité, d'offrir un bon profil de risque. Et ça, ce n'est pas toujours le cas dans d'autres activités. Mais je voulais le mentionner, en fait, comme quoi les expertises peuvent quand même se cloner. Il se trouve que le premier financement de projet,
Ça se faisait un peu dans les années 30-40 sur des pipelines, des choses comme ça aux États-Unis. Mais en fait, la première chose qui a été faite, c'est lorsque, après le premier choc pétrolier, on a découvert du pétrole en mer du Nord. C'était un gros sujet pour l'Europe. L'Europe s'est finalement jamais remis, on va le dire, du choc pétrolier de 1973. Et donc, en fait, en mer du Nord, les premiers champs pétroliers, c'était celui de Brent. Il a été financé en financement de projet parce que le montant était tellement massif à cette époque-là, ça ne pouvait pas être fait par le secteur privé sous une forme traditionnelle. Donc, il y a vraiment des choses très particulières et très spécifiques dans le financement de projets qui est lié à la transition énergétique. Et puis, vous avez parlé des risques et que l'implication des acteurs publics pouvait être justement une façon de les minimiser. Mais est-ce qu'il y a d'autres risques qui sont spécifiques à ce secteur? Je peux en citer un certain nombre. Il y a des risques technologiques, en particulier sur des projets disrupteurs. J'en ai mentionné un certain nombre. Et puis, il y en a beaucoup qui sont liés à de nouvelles thématiques, qui peuvent être liés aussi à des projets où c'est extrêmement difficile de monétiser ce que j'appelle l'externalité, c'est-à-dire l'impact sur l'environnement qui va être fait par un projet. Et ça, il faut en tenir compte. Il y a aussi le risque de changement de réglementation, parce que pour des projets de ce type-là, une spécificité, c'est d'être à très long terme. In fine, on va se le dire, le meilleur moyen de financer la transition énergétique, ce serait de pouvoir dire on va faire du 50 ans ou du perpétuel. Et, puisque la valeur actualisée est très faible, en fait, du remboursement. Inversement, c'est plus compliqué pour les prêteurs, pour des raisons aussi techniques, de prêter sur des très longs termes compte tenu des échéances de prêt. Donc il y a à la fois des choses qui sont très, très simples, entre guillemets, qui sont relativement connues, mais en même temps aussi des activités nouvelles sur lesquelles, je pourrais en citer, mais par exemple, il y a cette problématique de la... Je reviens sur ce point de la granularité. Et comment aujourd'hui on va pouvoir, par exemple, vous demander, refaites toute l'isolation thermique de votre habitation. Alors on peut avoir un gouvernement qui le fait, puis on peut avoir un gouvernement qui le subventionne. Et il y a actuellement, alors ça existe un petit peu au Canada, je pense que ça pourrait être exploré un petit peu plus, c'est comment en fait on dissocie la propriété en elle-même des travaux qui vont être financés pour l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et donc il y a un certain nombre de schémas qui ont été développés de ce type-là. Puis si on dézoome et qu'on regarde comment est-ce que la finance durable, la finance responsable est perçue dans la société, on entend souvent, puis je serais très intéressée à avoir votre réaction par rapport à ça, on entend souvent que c'est complètement incompatible le fonctionnement même de la finance, c'est-à-dire par exemple avec une sous-estimation de la valeur future et d'autres logiques qui font qu'on a toujours des rendements espérés qui permettent justement de justifier un investissement. Donc, vous avez cette critique des gens, certaines ONG, certains chercheurs aussi, qui vont dire la finance, de façon intrinsèque, elle ne peut pas être propulsée ou aider ou soutenir la transition. Et parce qu'on est dans un monde financiarisé, justement, c'est là où le bas blesse. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire cette transition. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, c'est quelque chose effectivement qu'on entend, mais moi je ne le restreindrai pas uniquement à la finance. C'est le mode de fonctionnement, on va dire, des économies libérales ou relativement libérales, en tout cas des économies non planifiées. Économie planifiée, ça veut dire en fait c'est l'État qui finance, qui collecte l'impôt, qui recourt à un certain nombre de points. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt, et ça prend plutôt la forme d'une alliance entre un secteur privé qui est représenté en fait par des banques commerciales, un secteur privé qui est représenté par des investisseurs. Je pense que la clé du succès, ce sera aussi d'avoir un certain nombre d'autres acteurs. Alors des acteurs qui sont, je pense, qui seront très importantes, comme des banques de développement, en particulier dans le domaine d'une transition environnementale, en particulier pour les pays émergents. Ça ne peut pas se faire, on va être très clair, ça ne peut pas se faire uniquement
par on va dire, le système bancaire, le système financier. Et il se trouve alors effectivement que le système financier obéit à des règles de rentabilité, mais la rentabilité, in fine, elle sert à deux choses dans la finance, à rémunérer les actionnaires. Je note toutefois que le système financier, on le voit ici, c'est le cas en France par exemple, plus de 50% en fait du système financier, d'un système financier mutualiste. C'est le cas ici au Québec où on a une grande banque mutualiste, Desjardins, comme vous le savez. In fine, le second rôle en fait d'un système financier, c'est de procurer des fonds à long terme, mais en même temps, ces fonds, au-delà de la rémunération des sociétaires dans le système mutualiste ou des actionnaires, c'est pour absorber les pertes. Ça peut se produire quand même. Alors après, ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on peut estimer que les profits du système financier sont plus importants? C'est des éléments de régulation. C'est des éléments externes comme la taxation. Et puis, c'est des éléments qui sont probablement un petit peu plus difficiles à mettre en œuvre aujourd'hui, de compétitivité, puisque c'est un secteur, c'est vrai, où les barrières d'entrée sont plus compliquées. Elles sont en particulier compliquées parce que la régulation est très importante. Puis vous avez parlé d'avoir plusieurs acteurs qui doivent se joindre aux acteurs financiers traditionnels. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pensez qu'il faut nouer de nouveaux types de partenariats pour que cette finance durable puisse mieux être incarnée dans la pratique? Alors il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points d'accroche sur ce thème-là. En particulier, je voulais noter, et ça c'est vrai, en particulier dans des pays comme le Canada ou les États-Unis, c'est pas uniquement le système bancaire au fait qui finance l'économie. Alors c'est surtout le système bancaire pour les particuliers, les petites entreprises, et pour les grandes entreprises aujourd'hui, en fait, c'est pas uniquement le système bancaire. Et je fais référence aux 50% du capital en fait qui est investissable aujourd'hui, qui est détenu aux États-Unis, ce qui est une part qui est très importante puisque les États-Unis c'est 25% du PIB mondial. Je peux faire la référence ici au Canada avec en particulier les fonds de pension. Vous les connaissez, il y en a un certain nombre. En fait, il y en a 8. Il y en a un gros ici au Québec. Et en fait, les fonds de pension sont des investisseurs qui sont importants dans la transition énergétique ou des investisseurs importants. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Caisse de dépôt possède majoritairement un opérateur qui s'appelle Invenergy, qui est basé aux États-Unis, qui fait de l'énergie renouvelable. Sur lesquels il y a des besoins de financement. Il y a une société comme Brookfield Renewable Partners, ils produisent quand même 20 gigawatts d'énergie renouvelable. Donc c'est des acteurs privés. Alors ensuite, il y a le rôle que doivent jouer un certain nombre d'acteurs publics. Les acteurs publics permettent aussi, dans un certain nombre de cas, de faire de la... Et en particulier lorsqu'on démarre sur des projets. C'est-à-dire que il y a des domaines qui sont quand même pas très testés. Il y a des domaines qui sont quand même plus compliqués, avec un environnement mouvant, sur lesquels les estimations de trafic sont beaucoup plus compliquées. Là, je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir aussi une coparticipation en termes de risque ou ce qu'on appelle dans notre jargon une prise de participation sur la première tranche en fait, de perte en équité. Ça, c'est un élément qui est très important. D'avoir justement une participation plus large que simplement, on va dire, des banques ou des investisseurs en direct. Voilà à quoi je fais référence. Et moi, je peux donner un exemple aussi dans les pays en voie de développement. Société Générale, on a fait un accord il y a quelques mois avec IFC. IFC, c'est le bras financier de la Banque mondiale pour le secteur privé. La Banque mondiale, ça finance en fait des projets, plutôt des projets, on va dire, d'infrastructure au sens très large, dans des pays en voie de développement. Et l'IFC le fait pour des entreprises, des petites entreprises dans un certain nombre de pays. Donc on a fait un accord avec eux parce qu'ils connaissent bien les environnements. Et en même temps, nous, on a cette capacité à pouvoir monter des transactions, à pouvoir ensuite les distribuer à des investisseurs, à les dérisquer, comme on fait dans notre jargon. Donc c'est cette logique de plateforme qui peut se développer avec un certain nombre de joueurs. Et ici au Canada, vous avez un certain nombre justement d'investisseurs qui sont très liés au secteur public, ou qui sont du secteur public, avec lesquels typiquement des projets au Canada ou ailleurs peuvent être faits, en particulier au Canada.
C'est par exemple EDC, c'est la Banque de l'infrastructure du Canada, enfin nous on appelle ça CIB, mais c'est la Banque de l'infrastructure du Canada. Il y a un certain nombre de fonds aussi publics qui peuvent s'y mettre. Et puis sur certains sujets un peu particuliers, il y a aussi des acteurs philanthropiques, en particulier sur des économies circulaires dans les pays en voie de développement, qui peuvent être monétisés à partir de crédits carbone. Donc il y a quand même aujourd'hui un partenariat entre les secteurs, on va dire appelons ça privés, d'investissement bancaire ou financier, et puis les acteurs publics ou parapublics, qui est important. Et je pense que le succès pour un financement de transition énergétique, il viendra aussi de cette très bonne collaboration, parce que, encore une fois, aujourd'hui, il s'agit de recabler des économies qui existent et qui se sont mises en place pendant plusieurs décennies. Et ça prend non seulement du temps, mais si on veut le faire vite, et il faut quand même le faire assez rapidement, pour les raisons qu'on connaît tous, il va falloir en fait pouvoir bénéficier d'un certain nombre à la fois de techniques qui permettent de réduire les risques et puis aussi de permettre de mettre en place un certain nombre de projets de construction, d'industrie, etc. Mais à vous entendre, je comprends qu'il va y avoir ou même est en train de se mettre en place un nouvel écosystème d'acteurs avec des gens qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de collaborer et qui vont être ensemble pour porter des projets de transition. Et donc, dans cette perspective-là, j'aimerais vous poser une dernière question avant d'ouvrir à la salle. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune entrepreneur, un diplômé, pour justement s'engager dans cette voie qui nécessite encore des innovations? Donc, Alors, il faut qu'on clarifie ce qu'on veut dire par cette voie. Parce qu'il y en a plusieurs, en fait. D'abord, dans le mot finance durable, il y a aussi le mot finance. C'est-à-dire qu'en fait, la finance, c'est des investissements avec des attentes de rentabilité, alors qui sont plus ou moins élevées, qu'on soit on va dire, du secteur mutualiste ou du secteur privé. Mais in fine, c'est des cash flows, des évaluations de projets, de la prise de risque en équité. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, c'est probablement c'est un peu la frontière financière. Moi, quand j'ai commencé à en travailler, on en parlait, ça n'existait pas la finance durable. Donc c'est d'autres concepts qui existaient. Aujourd'hui, je pense que la finance est un bon moyen aussi d'avoir un impact, parce que sur ces grands projets liés à la transition environnementale et énergétique, encore une fois, le besoin de financement, il est très important. Donc on peut avoir cet impact. Après, ça dépend si vous êtes entrepreneur, vouloir travailler dans une grande entreprise, dans un grand investisseur. Enfin, je voudrais quand même insister sur un petit point. La transition, les transitions, c'est des choses concrètes. C'est-à-dire que, bien entendu, il faut des systèmes qui permettent d'optimiser un certain nombre de choses, d'avoir l'accès à l'information, mais tout ne va pas se résoudre avec des applications. Transition énergétique, c'est des boulons, c'est des tubes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de produire l'énergie, donc il faut des alternateurs, il faut des turbines, il faut des panneaux photovoltaïques. Il y a des solutions qui parfois sont vues controversées. Moi, je pense personnellement qu'elles vont se développer sur des réacteurs nucléaires très conteneurisés, qu'on appelle des SMR. Et tout ça, c'est des choses extrêmement concrètes. Deuxièmement, il y a un aspect d'innovation technologique qui est très important. Il y a un chiffre, je ne crois pas que je l'ai cité aujourd'hui. En fait, les fameux panneaux solaires, dont aujourd'hui d'ailleurs 80% sont fabriqués en Chine, parce que c'est là où il y a de la masse critique. En fait, dans les 20 dernières années, on estime que leur prix il a baissé de 95%. Et il a baissé de 95% à cause des économies d'échelle sur la production, de l'innovation technologique avec des matériaux nouveaux, avec le fait que quand on produit des choses à grande échelle, on arrive en fait à gagner 10 à 15% en fait, de coûts de revient par an. Donc cet élément technologique, il est important. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement, entre guillemets, il en faut, mais ce n'est pas uniquement des politiques publiques ou des éléments de régulation qu'il faut. Et ça, je pense, c'est très important. En tout cas, c'est aujourd'hui à la fois sous l'angle
de donner du sens et puis d'avoir un effet de levier, parce que la finance, c'est un effet de levier, en fait, sur l'économie réelle, ça permet d'avoir un impact. Alors les conseils, de regarder sur le long terme. Très important, c'est la notion de partenariat. Et ça, c'est nouveau. Effectivement, dans la finance, auparavant, les gens étaient assez silotesques, individualistes. Alors aujourd'hui, nous, on a fait partie, Société Générale, de beaucoup de groupes de travail. De travail pour améliorer en fait les performances, la décarbonation du secteur maritime, pour le faire également pour le secteur aérien. On l'a fait dans plein de secteurs. En fait, on partage des connaissances. Et donc, il y a tout cet élément d'écosystème et de participation avec d'autres. Donc, regardez en dehors du cadre, parce que dans ce cas-là, c'est particulièrement important. Vous allez pouvoir... non seulement sur l'aspect levée de fonds, mais également pouvoir tisser des partenariats, parce que ça fonctionne aujourd'hui beaucoup plus sous la forme de chaîne de valeur que simplement d'avoir un projet. Le secret, ce sera aussi de pouvoir, dans un certain nombre de domaines, justement, travailler sur cette chaîne de valeur. Et il y en a un bel exemple, en tout cas au Canada ou au Québec, c'est les matériaux critiques, comment on l'utilise pour des applications qui sont à forte valeur ajoutée, comme le stockage d'énergie. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais ouvrir à la salle si quelqu'un souhaite poser des questions à M. Repka. Donc, qui souhaiterait se lancer? Oui? Ma question est surtout en termes de littératie financière, car vous avez parlé en général comment quelqu'un ordinaire pourrait plus connaître sur la finance durable ou la durabilité. Quels conseils avez-vous à donner pour plus connaître ou des sources? Oui. Pour mieux connaître le sujet, oui. D'abord, il y a quand même beaucoup de formations sur ce sujet. Donc ça, c'est, je pense, le premier point. Aujourd'hui, il y a quand même la possibilité d'avoir beaucoup d'informations par les moyens que vous pouvez imaginer sur les réseaux sociaux. Le troisième point, moi je ne peux que vous encourager à voir concrètement comment ça se passe sous la forme de stages. Alors, ça peut être des cabinets de consultants, ça peut être des entreprises, parce qu'in fine, la finance durable, c'est, et ça c'est le défi, c'est comment on va donner un prix aux externalités lorsqu'on va faire un projet. Et ça, c'est encore aujourd'hui quelque chose sur lequel on a une vision extrêmement empirique. Le seul exemple où ça fonctionne, de donner de l'externalité, j'ai essayé de réfléchir, est-ce qu'il y a un cas dans les circuits économiques où on tient compte de l'impact environnemental d'une action? Moi, j'en ai trouvé une. Alors, aujourd'hui, quand vous consommez de l'eau, alors pas au Canada puisque c'est gratuit ou quasiment gratuit pour les particuliers mais pas pour les entreprises, mais dans beaucoup de pays, je fais cette digression, quand vous allez consommer de l'eau, en fait, le transport de l'eau pour arriver sur votre robinet, c'est 20% du prix. 80%, en fait, c'est pour le recyclage et le retraitement de l'eau. Et là, ça fonctionne. Et ça fonctionne pourquoi? Parce que c'est en circuit fermé. Et la problématique, c'est lorsqu'il y a une activité qui va être financée, c'est très compliqué, en fait, d'arriver aujourd'hui à mesurer quel va être son impact sur l'environnement. L'environnement, c'est la biodiversité, c'est l'atmosphère, c'est l'impact aussi sur les populations dans un certain nombre d'endroits, il faut être très clair. Hein. C'est pas neutre non plus. Donc, on est dans un cadre là qui est encore en formation. Donc, littératie financière, les grands principes sont là. Après, c'est toujours un domaine qui, pour moi, est en forme de recherche. On n'a pas encore... je sais qu'il y a des personnes imminentes qui travaillent sur ce sujet-là, mais je pense que c'est un domaine qui est éminemment complexe, sur lequel il faut avoir à la fois une vision, on va dire presque politique, stratégique sur qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxièmement, d'intégrer des éléments technologiques, comment ça va pouvoir être amélioré. Et puis troisièmement, comment, entre guillemets, on peut, par rapport à un projet, pouvoir l'agréger avec du soutien public pour faire en sorte qu'il soit rentable. Et ça, c'est cette difficulté.
Pour moi, la difficulté, c'est le pricing, de donner un prix à toutes ces externalités, et c'est éminemment complexe. Une autre question? Quel est, d'après vous, l'impact de la tendance à la démondialisation actuelle sur l'élan pris au cours des dernières années pour faire face à la transition énergétique qui constitue, d'après moi, un enjeu global requérant l'adhésion et la collaboration de plusieurs pays? Alors, c'est une question qui est complexe. Alors, je peux me permettre, d'abord, je vais répondre sur l'élément de la démondialisation, la déglobalisation, c'est ça? Alors, en fait, c'est quelque chose, la globalisation, qui s'est développée fortement, on va dire, sur les 30 dernières années. Cela étant, il y a un point clé. Quand on parle de globalisation, en fait, c'est surtout le développement de la Chine comme l'usine du monde. Aujourd'hui, puisque bon, j'ai donné les chiffres. Et là, je sais qu'il y a une tendance, entre guillemets, à vouloir relocaliser dans un certain nombre de pays qui, auparavant, c'est intéressant, on les appelait les pays industrialisés. Alors aujourd'hui, on les appelle les pays de l'OCDE, alors occidentaux dans certaines sphères, on va dire. Moi, mon avis personnel, c'est que ça va être très compliqué à faire parce que les avantages comparatifs, on va dire, de la Chine sont extrêmement importants. Ils sont importants et je sais qu'il y a tout ce débat, vous le savez aux États-Unis, où en gros, la question des barrières tarifaires pour arriver. Mais in fine, dans un certain nombre de domaines, l'avantage compétitif de la Chine, pour quantité de raisons, il est quasiment imbattable. Et on l'a vu par exemple dans le cadre c'est un tout petit exemple, hein, vous voulez fabriquer des masques pour le Covid, à la fois en termes de souplesse, de mise à l'échelle, ça peut être fabriqué guère qu'en Chine. Donc personnellement, je pense que sur un certain nombre de données, un certain nombre de parties de la chaîne de valeur, ça va pouvoir être fait, parce qu'on estime que c'est extrêmement stratégique. Ça peut être dans des domaines comme de l'informatique, des puces, des processeurs graphiques, des choses comme ça. On va dire, dans pas mal d'autres industries, ça va être quand même assez difficile. Personnellement, j'ai un doute. Donc oui, pour avoir l'indépendance sur les microprocesseurs, c'est le cas aux États-Unis. Oui, pour avoir sur un certain nombre de domaines de l'indépendance pour un certain nombre de pays. Alors, le point que vous soulevez, il est très important. C'est qu'en fait, dans les chiffres que j'ai cités, il y en a un autre qui est très important. C'est en fait quelle est la production de GES par tête d'habitant. Et là, c'est assez différent. Et là, en fait, il y a 3 pays qui ont des niveaux assez élevés. C'est le Canada, c'est à 20 tonnes par personne. Il y a l'Australie qui est à 21. Les États-Unis, de tête, je crois que c'est 16. Et en Europe, le chiffre est très bas, c'est 6. Voilà, l'Union européenne. On est sur des chiffres ici qui sont quand même nettement plus bas. Et une des explications qu'on peut avoir, et en Chine, en fait, c'est 10. Et une des explications qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, il y a une grosse partie en fait, de la production industrielle qui a été délocalisée dans un certain nombre de pays, dont la Chine, aujourd'hui. Et donc, en fait, les émissions de gaz à effet de serre en Europe, sur les 20 dernières années, ont baissé de 30%. Donc, on va dire la décarbonation, ça marche quand même. Hein. Le chiffre pour les États-Unis, c'est 18 sur les 20 dernières années. Et le Canada, alors, parfois c'est 0, parfois c'est 10. Bon, enfin, en gros, c'est un tout petit peu... C'est très légèrement positif en termes de désaccélération. Et une des explications, c'est qu'en fait, il y a une partie significative en fait, de l'industrie. Donc, en fait, l'industrie produit à l'extérieur, mais en fait, la consommation a lieu sur place. Et ça apporte un élément de distorsion dans l'analyse. Vous voyez bien qu'en fait, ça rajoute encore un autre élément de complexité dans la décarbonation. Ce n'est pas uniquement en fait, le fait qu'on va dire tiens, le Canada va décider de décarboner, mais vous ne pouvez pas non plus décarboner l'usage que vous allez faire de produits qui ont été fabriqués, qui ont généré pour leur input énergétique les minerais de l'empreinte carbone. Ça, vous ne pouvez pas le faire, ça doit être délégué à quelqu'un d'autre.
Alors il se trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que 90% des pays ont fait un engagement carbone, ou plutôt un engagement de net zéro, alors 2050-2060. Y arriver, pas forcément, mais en tout cas, il y a une tendance quand même qui s'est développée. Et pour répondre donc à votre point, la démondialisation, ça va être quand même difficile compte tenu des avantages comparatifs qu'ont un certain nombre de pays, dont celui que j'ai mentionné. Et puis deuxièmement, c'est vrai que ça rajoute une complexité dans la manière dont on va résoudre le problème. Alors il y a un certain nombre de pays qui ont décidé, ce n'est pas le cas du Canada et de la Chine, c'est le cas de l'Union européenne, de faire une taxe carbone aux frontières, alors qui va être formellement démarrée en 2026. Il y a déjà des calculs qui sont faits en 2023, ça veut dire cross-border. Je me souviens plus du dernier mot. Adjustment Tax, voilà. Mécanisme, CBAM. Cross-border Adjustment Mechanism. En fait, c'est de dire si vous avez un contenu carbone important dans un bien, bah, finalement, par rapport à le faire sur place dans de meilleures conditions, carbone, je précise bien, bah, on va vous faire payer la différence. C'est une forme de tarif qui est basé en fait sur l'empreinte carbone du bien que vous allez transférer d'un pays à un autre. C'est le seul pays qui le fait. Bien entendu, ça introduit un certain nombre de distorsions, mais c'est probablement le seul moyen aussi de dire, plutôt qu'un bien qui va être fabriqué au Canada pour 100, qui est fabriqué en Chine pour 100, si son empreinte carbone est 2 fois plus importante en Chine, dans ce cas-là, il faut pénaliser en fait ce bien et qu'il soit plus cher. C'est comme ça qu'un certain nombre de pays ont tendance à regarder ce point. Après, moi, je note simplement que bon, la Chine, avec tout ce qu'on en pense sur le plan politique et autres, aujourd'hui, 30% quasiment de son empreinte énergétique, de sa matrice énergétique est faite sous forme d'énergie renouvelable. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se font. On ne peut pas dire non plus qu'ils font. Après, ça se fait dans un modèle social, dans un modèle, on appelons ça de droit humain au sens large, qui est assez différent des pays, on va dire, des autres pays. Voilà, c'est ça un peu le fond du problème. Peut-être une dernière question. Ah, Oui. je suis chanceux, donc. Bonjour. Gaëtan Bourgoin de Finance Montréal. Je m'occupe de la formation de l'éducation en finance durable, justement. J'aimerais vous entendre sur 2 points. Le premier, c'est qu'on sait que l'innovation, il y a 2 écoles de pensée pour réduire, je vous dirais, l'impact des changements climatiques. Il y a l'école des pessimistes et des optimistes. On dit que il y en a que ça ne sera jamais assez, c'est qu'il faut faire des changements, justement, dans nos façons de vivre, pas seulement s'attendre que la technologie va nous sauver, autrement dit. Et le deuxième, c'est une chose que je me pose souvent des questions, c'est est-ce que vous croyez que c'est raisonnable, les objectifs qu'on se donne jusqu'à maintenant, quand on parle de 2030, 2060, 2050, est-ce que ça ne peut pas décourager plus les gens que les encourager ou encourager les gouvernements, vous allez me dire? Là, c'est plus ça qu'on veut. On veut faire en donnant des dates comme celle-là, là, des années. Donc, je voudrais vous entendre sur ces 2 thèmes-là. Alors, le premier thème, c'est pessimiste-optimiste. Enfin, il y a 2 questions. C'est est-ce qu'on n'est pas trop ambitieux et est-ce que, entre guillemets, on peut y arriver sans changer notre mode de vie, c'est ça? Alors moi, je vous livre un peu mon idée personnelle. On en parle assez peu, en fait, en Amérique du Nord. Mais dans d'autres juridictions, on en parle beaucoup plus. Alors, il y a deux mots qu'on utilise. On utilise le terme de sobriété et le terme de frugalité. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. On va dire frugalité, on renonce carrément à certaines choses. Sobriété, c'est on utilise un peu moins, ou à bon escient. Et c'est vrai, puisque vous l'avez entendu, j'ai travaillé dans un certain nombre d'autres pays. C'est vrai qu'on en parle peu ici au Canada. C'est peut-être le fait aussi une des résultantes pour laquelle on est à 20 tonnes par tête.
Donc, moi, ce que je note, c'est que dans un certain nombre d'autres pays, c'est le cas. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que la manière dont on regarde cette thématique de transition environnementale n'est pas la même sur les pays. En Asie, c'est beaucoup vu sous l'angle de la pollution et de l'occupation de l'espace. Parce que l'Asie, c'est très peuplé, il y a beaucoup de problèmes de pollution. Donc c'était ça, en fait, leur sort initial, en disant, finalement, d'avoir une transition qui nous permet d'avoir un environnement, un impact sur la biodiversité plus faible, c'est quand même bien, puisque les océans sont un peu saccagés, les eaux sont pas très usées, ne sont pas très propres, et la pollution atmosphérique, très importante. Vous voyez, en Amérique latine, c'est un petit peu plus sur des industries extractives, c'est aussi la préservation dans certains pays des réservoirs de biodiversité ou des pools d'absorption carbone. Voilà. Et en Amérique du Nord, et j'habite en Amérique du Nord comme vous, hein, je ne sais pas trop. Voilà. Ça va vous frapper, mais dans mon activité professionnelle, et la Société Générale est une banque qui a fait des efforts très importants parce qu'on maîtrise très bien ces techniques dans la transition énergétique. Et je vais le mentionner, en fait, on a décidé, c'est une aparté, hein, mais je reviens sur votre question juste après, on a décidé, il y a déjà 5 ans, d'aligner notre portefeuille, l'empreinte carbone du portefeuille. C'est dans le cadre du NZBA, qui a été formalisé en 2001, Net Zero Banking Alliance, sur une trajectoire qui est compatible. Alors, la trajectoire qu'on a choisie, c'est celle de l'Agence internationale de l'énergie. Donc on a déterminé 10 secteurs sur lesquels on va les suivre. Vous pouvez le regarder d'ailleurs sur Internet. Vous faites NZBA, Société Générale, bilan juillet 2024. Vous allez voir sur ces 10 secteurs la tendance. Et effectivement, on est vraiment sur la trajectoire pour être en 2003, en gros, à moins 50%. Et en gros, à 2050, ça devrait aller. Mais c'est un cas particulier. Ce n'est pas le cas des sociétés en tant que telles. Donc moi, ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, pour réussir une transition énergétique environnementale d'impact sur l'environnement, il faut plusieurs choses, mais on ne peut pas quand même échapper à un petit changement quand même de mode de vie. Alors, à voir la forme sur laquelle ça va se mettre en place, mais ce que je note quand même, c'est qu'il y a des bonnes pratiques à prendre, et probablement, dans ce domaine-là, les bonnes pratiques sont à prendre des pays européens. Par contre, soyons très clairs, les pays européens, probablement aujourd'hui en souffrent, sous l'angle de leur croissance économique, on va dire, qui décroche quand même un peu. Vous lisez la presse, vous savez ce qui s'est passé sur les 15 dernières années en Europe. C'est vrai que croissance économique et réduction des gaz à effet de serre et de l'impact environnemental, ce n'est pas forcément toujours facile à mettre en place ensemble. Et donc, in fine, premier point sur votre question, il faut faire quelque chose. Le citoyen doit agir. Alors, est-ce que le citoyen agit en tant que sa conscience propre, ou est-ce qu'il est incité, ou est-ce qu'il est contrôlé? Probablement que dans les pays dont on parle, c'est entre guillemets de l'incitation, non? Je sais que dans un certain nombre de pays, ça prendra fortement le sens de contrôle. Voilà. Et sur est-ce que c'est pas trop optimiste? Je pense qu'il faut être optimiste. Il faut être optimiste, sinon on n'y arrivera pas. Alors c'est vrai que très clairement, les objectifs avec 1,5 ou 2, ce sera très difficile à tenir. Vous avez lu les prévisions, c'est 2,8 ou 3,2 d'ici 2100. Après, il y a probablement un joker. Moi j'y crois quand même, mais peut-être pas tout de suite. C'est l'innovation technologique, peut-être même disruptive. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a 70 ans, ça a posé d'ailleurs des problèmes moraux. On a quand même réussi à faire de la fission nucléaire et de la fusion nucléaire avec une règle à calcul ou du calcul manuel, sans outil de simulation, avec des systèmes en fait qui étaient complètement contrôlés manuellement avec des boulons ou des vis. Imaginez ce que vous avez ce que j'ai dans ma poche, le téléphone portable, le concentré technologique. Donc, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de dire qu'on va investir massivement dans l'industrie spatiale pour aller s'installer sur la planète Mars?
Moi, j'ai tendance plutôt à penser, faisons plutôt cet effort, parce qu'il y a un certain nombre de solutions technologiques qui devraient pouvoir être mises en place pour faire des systèmes de production d'énergie sécurisants, se basant sur fission, fusion, mais d'une manière très sécurisée. Bon, il y a le Saint Graal, c'est la capture de carbone directement dans l'atmosphère ou à la source. Ça, c'est des innovations technologiques qu'il va falloir mettre en place. Tout de suite, non. C'est peut-être ce qui nous permettra, en fait, de ne pas être à 3,2 d'ici quelques temps. Après, moi, la réflexion que j'ai en vous entendant, c'est probablement un peu... Vous connaissez ce philosophe du XVIIe siècle qui a eu un débat avec Descartes, qui s'appelait Hobbes, un Anglais. Et c'était son point de la théorie, c'était de dire il faut sacrifier un peu de sa liberté pour la sécurité des autres. Et de le faire, entre guillemets, et de la donner à un État, quelque part, pour le faire. C'était le point d'une de ses théories. Et là, je me demande si, quelque part, il ne faut pas, entre guillemets, abdiquer un tout petit peu de notre mode de vie pour préserver notre propre sécurité et notre propre survie et celle des autres. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de notion de gouvernement mondial. Et ça rend les choses plus compliquées. Voilà. Un grand merci pour cette discussion. Et donc, je voulais exprimer ma gratitude à nos partenaires Finance Montréal et notre association étudiante pour leur soutien essentiel à la réalisation de cette conférence. Donc, pour en savoir plus sur nos prochaines grandes conférences, je vous invite à visiter notre site Internet où de nouveaux événements seront bientôt annoncés. Et après le petit protocole ici, eh bien... J'arrive. Donc, je vous encourage donc à prolonger ces échanges avec le cocktail qui suivra tout de suite. Merci beaucoup, Francis.